Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux réunis pour un débat aujourd'hui Planète Fashion, conscience citoyenne, pour lequel j'ai le plaisir je vais avoir le plaisir pendant 40 minutes de discuter avec trois acteurs emblématiques qui vont croiser leur point de vue. D'abord Maud Sarda, la fondatrice et CEO de Label Emmaüs, qui est une plateforme de revente de produits de seconde main. Elle vous expliquera pourquoi cette plateforme est un petit peu particulière par rapport aux plateformes existantes. Mais aussi Lucas Bonichon. Bonjour, donc qui est CEO et cofondateur de For Life, qui est une marque de textile engagée, et tu nous expliqueras comment. Et enfin Yann Rivoaland, qui donc est président de la Fédération du prêt-à-porter en France, et donc qui fédère aujourd'hui toutes les principales marques qui font l'industrie de la mode dans notre pays, mais aussi en Europe. Donc pourquoi on a choisi ce thème Planète Fashion? Parce qu'évidemment le sujet du vêtement est un sujet quotidien pour tout le monde, et en même temps c'est une industrie du désir, une industrie qui en plus symbolise quelque chose de fort dans notre pays, et en même temps a pu cristalliser toutes les problématiques qui sont liées au développement de l'économie, au développement industriel du monde d'aujourd'hui. Une question cruciale sur les inégalités sociales et la mondialisation galopante avec ce qui s'est passé au Rana Plaza il y a quelques années, qui a réveillé vraiment les consciences. Évidemment, le problème écologique et la question aujourd'hui des déchets textiles fait l'actualité, et on en a beaucoup parlé encore pendant le Black Friday. Et donc, comment on réinvente aujourd'hui une industrie, une économie du désir autour de l'enjeu du textile, et qui intègre ces questions d'inégalité sociale écologique, et comment on arrive à repenser avec une nouvelle vision pour demain. C'est la question qu'on va se poser ensemble, en sachant qu'évidemment, voilà, aujourd'hui, l'engagement n'est pas l'apanage de quelques-uns. Tout le monde se dit engagé, et en même temps, voilà, on peut se demander si c'est exactement tout le monde au même niveau et au bon niveau, vu les enjeux écologiques et sociaux auxquels on est confronté aujourd'hui et auxquels on sera confronté demain. Donc merci à tous les trois de votre présence pour ce débat en transparence, pour donner votre avis. La première question que je voulais vous poser, elle est sur cette question de la transition, de la transformation de cette industrie. La transition écologique, aujourd'hui, elle peut être peut-être comparé à d'autres transitions qui ont existé récentes pour les entreprises, qui ont été majeures et qui ont impacté notamment l'industrie textile et l'ensemble de la planète mode. On pense à la transition évidemment numérique, qui a remis à plat une manière de consommer, une manière de distribuer, et puis une manière de travailler dans ces secteurs. Mais il y a aussi des transitions organisationnelles, des transitions managériales, des crises aussi auxquelles il a fallu se confronter, comme celle du Covid, qui font que les entreprises se repositionnent constamment. Alors ma question, c'est: est-ce que la transition écologique, c'est pas une transition comme une autre qu'il va falloir gérer, mais qu'on va savoir gérer? Je te pose la question à toi, Yann, en premier, parce que voilà, la fédération du prêt-à-porter, c'est aussi des choses que vous avez dû analyser et réfléchir depuis quelques années. Alors la question, est-ce que la transition écologique est une transition comme les autres? C'est une transition, et je vais faire un parallèle avec la transition numérique qu'on a pu avoir il y a maintenant plus de 15 ans, même 25 ans si je repars avec Amazon. Donc il y a 15 ans, il y avait à peine 2% des marques qui avaient un e-commerce. Désormais, il y a 100% des marques qui ont un e-commerce. Donc on voit comment, l'espace de 15 ans, l'intégralité des marques, petit à petit, n'y croyaient pas, et puis elles y sont toutes venues. Elles y sont venues parce que c'était du chiffre d'affaires supplémentaire, c'était une connexion client qui était plus forte, c'était des nouveaux canaux de communication, donc c'était du plus. Quand on est dans la transition écologique, on n'a pas du tout cette perspective. Déjà, on n'est pas dans le même rapport au temps, puisqu'on a un rapport au temps où, quand on est dans le e-commerce, tout de suite, on faisait 2, 3, 4, 5% de chiffre d'affaires avec. Donc, il y avait tout de suite
une rentrée financière qui se faisait avec une transition écologique où on le fait pour que la planète soit plus vivable dans 20, 30, 40, 50 ans. Donc le rapport d'immédiateté n'est pas du tout le même. Ce qui amène deux fonctions. Le premier, c'est plutôt vu pour les entreprises comme une charge, alors que ça peut être, en fin de compte, une façon aussi de pérenniser sa marque. On reviendra après dessus. Et après, c'est que l'effet derrière de la mise en place ne se ressent pas au quotidien dans la marque, avec un aspect qui semble moins ludique. Donc ça mène une transition qui doit se faire dans un cadre complètement différent de la transition écologique, de la transition numérique, qui elle se faisait dans une vision extrêmement business, alors que là, ça doit se faire dans une vision beaucoup plus pédagogique et beaucoup plus réglementaire. Et puis sur la manière dont ça s'organise dans l'entreprise, transition numérique, c'est aussi des transitions organisationnelles, managériales. Est-ce qu'il y a ces mêmes prises en compte finalement de transformation des compétences, des métiers aujourd'hui Alors habituellement, quand on veut mettre en place une transition, ça se fait à deux niveaux. Un, il faut qu'il y ait un décideur qui a envie d'amener le changement et qu'il le fasse infuser au fur et à mesure dans la société. Et deux, il faut une génération qui comprend les problématiques actuelles et qui va les faire remonter à l'intégralité des étages. Dès qu'on est dans l'entre-deux, on a toute une série d'habitudes qui fait qu'on n'a pas envie de changer. L'habitude, souvent, c'est de mettre un acteur du changement qui va essayer de bouger tout ça. En fin de compte, souvent, ça ne marche pas. La seule façon de pouvoir changer, c'est d'être très clair sur la vision de la société et de dire que le jeu n'est plus le même. C'est-à-dire on a joué comme ça avec un certain nombre de cartes pendant des années et désormais, on doit jouer avec d'autres cartes. On doit jouer avec une autre vision. Ce qui amène, un, la vision des décideurs, qui va amener justement la capacité à pouvoir aller plus loin d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et deux, un contexte qui doit être totalement autre, d'organisation, de management, d'information. Et c'est avec ce changement profond d'organisation que là, la société va pouvoir changer. Sinon, si on met juste un acteur RSE ou que sais-je, en fait, derrière, c'est juste du pipeau. Alors, Maud, je te retourne cette question parce que tu as un acteur de la transition digitale et écologique et sociale. Tu as tout pris, tu as pris le package parce que Label Emmaüs digitalise la manière de faire d'Emmaüs que évidemment tout le monde connaît et en même temps permet d'accélérer vis-à-vis du grand public cette habitude du réemploi. Et donc, toi, comment tu le vis de cette catalysation finalement qui se traduit par Label Emmaüs ? Déjà, comme tu le dis très bien, c'est social et écologique. Donc c'est vrai que moi je vais particulièrement insister là-dessus aujourd'hui et comme à chaque fois que je prends la parole, la transition écologique elle ne peut pas se faire sans combat social. Les chiffres sont très clairs. Rien qu'en France, on n'a même pas besoin de regarder dans le monde où les écarts sont encore plus énormes la plupart du temps. 10% des personnes les plus aisées ont une empreinte équivalente à 50% des plus précaires. 5 fois supérieure, pardon, je ne sais même pas pourquoi je dis équivalente. Les 10% les plus aisés, c'est 5 fois plus important que les 50% les plus précaires. Vous voyez un petit peu, rien qu'en France, hein, en France. Donc en fait, on ne peut pas être dans une réflexion écologique sans réfléchir au social. C'est pas possible. Il y a une notion de solidarité écologique qui doit forcément être intrinsèque. Donc une entreprise, si elle veut prendre sa part dans l'écologie, forcément, elle doit aussi avoir une réflexion sociale sur son action en termes d'inclusion pour la société, de diversité, etc. Et encore plus quand on est dans la planète fashion, parce que tu l'as dit aussi en introduction, on sait à quel point les inégalités dans ces modes de production sont encore extrêmement forts. Et pour beaucoup de marques encore. Voilà, une fois qu'on a dit ça sur l'importance du social, c'est quoi la transition écologique? Est-ce qu'on peut le comparer au numérique? Tu t'as très bien expliqué les choses, Yann. Moi, je parlerais de révolution, en fait. Hein. Ce n'est pas une transformation, c'est une révolution. Donc, c'est beaucoup plus... c'est pas plus compliqué, c'est bien plus ambitieux que la révolution numérique, à mon sens. C'est la capacité à complètement revoir ses modes de production, à revoir son choix de fournisseur, à revoir ses pratiques commerciales par rapport à ses clients, c'est revoir ses marges, évidemment, mais c'est du coup revoir forcément la distribution de richesse.
entre les différentes parties prenantes. C'est donc du coup forcément le partage du pouvoir qu'il y a dans une entreprise. Tout ça est extrêmement mêlé. On ne peut pas faire de la RSE, de l'environnemental sans se poser les questions du partage de richesse, du partage de pouvoir au sein d'une structure, puisqu'une vraie transition écologique va forcément modifier les marges, modifier la distribution de richesse à l'intérieur d'une structure. Alors, du coup, ça me fait penser, tu parles effectivement de cet enjeu du social et de l'environnemental. Et sur le numérique, par exemple, on a eu une fracture numérique qui fait que ça a pu accélérer des inégalités là où on pensait que ça allait finalement les limiter. Est-ce que sur l'écologie, l'environnement en général, on se retrouve vis-à-vis de cette possible fracture écologique d'avoir une partie de la population qui, du coup, s'éloigne et n'a pas la capacité de rentrer dans cette dynamique de transition ou de révolution? On les a beaucoup confrontés, hein, cette fameuse fin du mois, fin du monde, on en a entendu pas mal parler. Moi, j'ai envie de voir les choses positivement. Je pense que justement, combat social, combat écologique vont ensemble et que c'est une chance peut-être aussi pour remettre au goût du jour le combat social qu'on a un petit peu mis de côté quand même ces dernières années. Alors, bien sûr, c'était aussi pour s'engager de plus en plus dans le combat écologique. C'est une bonne chose, même si on n'en fait clairement pas assez. Mais c'est pas parce qu'on fait de l'écologie qu'il faut oublier le social. Hein. Comme je viens de le dire, il faut faire les deux ensemble, sinon ça ne fonctionnera pas. D'autant plus que c'est la double peine. Ceux qui contribuent le moins à l'empreinte carbone sont ceux qui en souffrent le plus dans leur quotidien. Donc c'est une responsabilité pour ceux qui contribuent le plus à l'empreinte carbone, de prendre leur part. C'est une question de justice écologique et de justice sociale, c'est tout. Donc non, je pense au contraire que c'est une chance de pouvoir de nouveau renouer avec ces deux combats en même temps. Et ça peut se faire à plein de titres pour une entreprise. C'est vraiment avoir un plan d'action, un cadre de plan d'action de RSE à plein de niveaux, qui soit aussi sur de l'inclusion, sur de la diversité. Par exemple, Label Emmaüs fait du e-commerce avec 60 000 clients qui nous notent 9,2 sur 10. C'est ça notre NPS, d'accord? Et on le fait avec un tiers de notre effectif en parcours d'insertion. Ce sont des gens peu qualifiés, au RSA, orientés par les services sociaux, etc. Donc c'est possible en fait. C'est tout à fait possible d'avoir un modèle social intégré sur un secteur extrêmement concurrentiel, avec voilà, des dimensions économiques fortes et où on peut aussi faire de l'écologie en même temps. Alors, Lucas, sur cette question un peu du parallèle entre la révolution, on va dire, numérique et la révolution écologique, il y a des marques finalement des marques fashion, des marques de mode, qui ont construit des nouveaux modèles autour de la transition numérique et qui ont pas mal réussi, voire très bien réussi, voire trop bien réussi pour certaines. Bon, on en parlera. Toi, tu as créé une marque sur cet enjeu aussi de la révolution écologique, d'une autre manière de fonctionner. Est-ce que tu penses que les mêmes causes vont te porter les mêmes effets, c'est-à-dire d'être en avance de phase, parce que vous n'êtes pas nombreux, ça va vous permettre de pouvoir prendre une place plus importante dans le marché qui vient et dans l'ensemble du marché et pas seulement peut-être une seule partie? Ouais, moi je pense que déjà nous on a créé une marque hyper classique avec un business model classique il y a 10 ans qui s'appelle Cuisse de Grenouille. On revend dans des magasins, on fait du wholesale, on vend en ligne, on vend dans notre propre boutique avec des marges qui incluent des marges de distributeurs, avec de la surproduction, avec des fabrications plutôt propres depuis le début. Mais malgré tout, il y a à peu près 4 ans, on s'est dit bon... Il y a quand même un truc qui tourne pas rond. À chaque fin de saison, on finit avec de la surproduction. Parfois, c'est difficile de produire des produits de qualité avec des matières naturelles. Souvent, nos fabricants nous disent je peux vous proposer ce produit en coton bio, mais ce coton, en fait, il est fabriqué en Asie, puis il revient au Portugal, il est fini au Portugal. Donc, c'est quand même pas très clair. Et du coup, il y a 4 ans, on a décidé de créer For Life, qui est une marque qui s'appuie à 100% donc sur la précommande.
Donc quand on vend un produit, il n'est pas encore produit et on met en vente un produit pendant un mois et puis à la fin on produit exactement le nombre de pièces qui a été vendu. Donc ça c'était le truc parfait pour en finir avec la surproduction. Et donc pour répondre à la question de cette transition, je pense que le truc qui est vraiment différent avec toutes les autres transitions, c'est un peu ce que Yann disait, c'est que les autres transitions, elles sont arrivées pour faire de la croissance, pour faire du chiffre, pour repousser les frontières. Là, on est dans une phase où en fait, on n'a plus le choix. On a tous entendu que la planète allait exploser dans 30 ans. Moi, mon fils de 5 ans me dit régulièrement, tu sais papa, la planète elle va exploser parce qu'il y a trop de déchets sur la Terre. Donc je pense que maintenant c'est vraiment dans les consciences de tout le monde et dès le plus jeune âge. Et donc effectivement, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, pour eux, ça leur paraîtra complètement incroyable d'acheter quelque chose qui n'est pas propre, qui n'est pas fait de manière intelligente. Donc aujourd'hui, contrairement aux autres transitions, on voulait mettre en place des choses pour faire plus de croissance. Là, on est dans un truc où en fait, l'idée c'est de faire de la décroissance, de proposer aux gens d'acheter moins mais mieux, d'acheter plus sur du long terme, plus réfléchi. Donc ouais, on est dans quelque chose où tout le monde doit prendre conscience et dont on n'a pas le choix, quoi. Et ça suppose des changements de comportement quotidien. On dit, pour la transition digitale, ça a complètement changé la manière d'acheter, la manière d'essayer, la manière... Voilà. Et du coup, pour vous, par exemple, ça suppose de se dire, bon, bah, mon pantalon, je ne l'ai pas demain, mais du coup, dans plus de temps, et je vais en acheter moins. Ouais. Est-ce que ça, vous avez l'impression que ces changements de comportement, ils arrivent, ils prennent de l'ampleur, ou c'est encore balbutiant ? C'est pas gagné. Ça, c'est clair que c'est pas gagné. Nous, nos clients, ils attendent 3 mois en moyenne pour avoir un produit. Donc, ils achètent un t-shirt blanc, uni, sans poche, qu'ils pourraient aller acheter chez Uniqlo, chez Zara ou n'importe où. Ils l'achètent et ils attendent 3 mois pour le recevoir. Donc, nous, on est toujours hyper étonnés des ventes qu'on fait. Et c'est vrai qu'au début, quand on a lancé la marque, quand on a commencé à lancer des t-shirts, la première vente, on a vendu 3000 t-shirts le premier mois. Et vraiment, on n'y croyait pas, quoi. Parce que même nous, alors qu'on est au cœur du truc, on se disait, est-ce que moi j'aurais acheté un t-shirt, est-ce que j'aurais attendu 3 mois pour l'avoir? Enfin, c'est vraiment c'est presque incroyable. Mais en fait, on fait beaucoup de questionnaires, on interroge beaucoup nos clients et nos clients sont hyper friands de ça et ils adorent pouvoir participer à ça. Mais après, là où c'est pas gagné, c'est que nous, on est encore micro, on est encore une mini-marque. Et de là à devenir une marque nationale, internationale de grande ampleur, je pense qu'il y a encore du chemin parce que il y a aussi on reçoit aussi parfois des commentaires de gens cachés derrière leur ordinateur sur Internet qui nous disent 3 mois quand même, vous emmerdez pas, c'est quand même incroyable. Sauf que nous, pour que le produit soit propre, il faut qu'il soit fabriqué en précommande et il faut qu'il ne soit pas fabriqué au moment où on l'achète. Sinon, automatiquement, on a de la surproduction. Ok, hyper intéressant. Et c'est vrai qu'au moment où tout le monde se dit engagé, on a aussi une suspicion quand même de greenwashing généralisé qui monte. Nous, on a fait une étude avec Harris Interactive, Mouvement Impact France, c'est le seul, je pense, mouvement d'entrepreneurs qui fait des études comme ça, pour demander quel est le niveau de confiance ou de défiance des citoyens sur l'engagement des entreprises. Et ça n'a pas loupé, il y a 75% des citoyens qui ne croient pas dans les engagements des entreprises. Et donc, finalement, alors que c'est ce qu'on voit aussi avec la bio, hein, les gens ont beaucoup aspiré à la consommation plus responsable ces 10 dernières années, c'est en train de se retourner. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une action ou des actions un peu clés qu'aujourd'hui il faut mettre en place et qui sont le symbole aussi d'une autre manière de fonctionner et qui peuvent accrocher la confiance durable des consommateurs parce que sans les évolutions, comme tu disais, de comportement des consommateurs, quelque part, ça va être compliqué de faire un changement global.
donc, je me disais, oui, Maud, est-ce que toi, dans la manière de faire entreprise, tu le disais, vous êtes allé au bout, est-ce que pour toutes les entreprises, il y aurait une chose que tu regardes pour essayer de voir le niveau d'engagement et jusqu'où cette entreprise va? Bah, déjà, je peux parler de ce que je vois et qui me fait dire que c'est pas vraiment un engagement. Je pense que dans la fashion, c'est assez, c'est tellement criant en fait, hein, qu'on se dit mais arrêtez en fait, vraiment, ça se voit vraiment comme le nez au milieu du visage. C'est dans la seconde main, des marques qui se mettent à faire de la seconde main en proposant à leurs clients de ramener des articles et en échange vous aurez des bons d'achat pour acheter un produit neuf. C'est sidérant à quel point ça se voit qu'il n'y a aucun engagement sur la seconde main en fait. C'est comment on remet du carburant toujours dans l'industrie du neuf en se servant de produits que les clients ramènent. Bon, ça je dirais que c'est l'exemple le plus flagrant que j'ai comme ça en tête, forcément dans le domaine où j'évolue. Je suis particulièrement sensible au sujet. Alors, ceux qui vont s'engager vraiment. Alors, il y en a, par exemple, qui ont un engagement qui, entre guillemets, va pas leur coûter très cher, mais quand même, où ils vont prendre conscience des enjeux sur la seconde main. Par exemple, ils se rendent compte que sur la seconde main, il y a des acteurs de la solidarité qui vivent du don des personnes depuis des décennies. Donc Emmaüs, ça fait 75 ans qu'on reçoit les dons des Français. Et heureusement, parce qu'on n'a pas de dons financiers ni de subventions publiques. C'est vraiment grâce aux dons matériels que vous faites et que j'espère que vous continuerez à faire que Emmaüs accueille, aide des milliers de personnes chaque année. Donc il y a des marques qui donnent des fins de série, par exemple, et il y a souvent une déduction fiscale là-dessus, mais quand même, ils font ce geste-là, au moins, il n'y a pas de destruction, ils préfèrent donner à une association plutôt que revendre à un soldeur, etc. Voilà, donc ça, c'est un premier geste d'engagement dans la fashion. Après, on peut aller un petit peu plus loin et essayer, par exemple, de soutenir le don aussi, directement. Donc plutôt que de dire aux gens, ramenez-nous vos produits, puis en échange, vous aurez un bon d'achat pour du neuf. Peut-être qu'on peut aussi rappeler aux consommateurs que le don existe aux associations, c'est important. Et donc parler du don que soi-même on fait en tant que marque à l'association. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui donnent aux associations et qui refusent de le faire savoir. Il faut le savoir. Hein. Nous, on nous donne des marques, il y a des marques qui nous donnent et qui demandent qu'on dégriffe, que ça ne se voit pas et qu'on ne communique pas dessus. Voilà. Donc par exemple, ça serait assumer le don, assumer en termes d'image, de soutenir des organisations comme Emmaüs ou d'autres. Et puis après, il y a l'étage du dessus, où vraiment on a envie de construire une chaîne de production, une chaîne de valeur avec des acteurs vraiment écologiques et sociaux. Et j'ai pas d'exemple, pour le coup, avec des marques dans la fashion, mais j'ai un exemple dans l'électroménager. Seb a créé un joint venture social. Voilà, je ne sais pas si vous saviez que ça existait, mais vraiment une structure entre le groupe Ares, qui est une association, et Seb, la marque. Et ensemble, ils ont créé une structure où tous les retours clients sont orientés vers cette structure, elle s'appelle Répar Seb, et que les personnes qui travaillent à réparer, à reconditionner, ce sont des personnes en insertion, embauchées par l'association et encadrées par l'association. Ensemble, ils essaient de recréer vraiment un réseau de réparateurs. Ça a disparu en France, d'accord ? Il n'y a plus de réparateurs. Il faut le savoir. Donc ensemble, ils essaient de repenser toute la chaîne de réparation et de reconditionnement avec de l'insertion. Voilà, là, on est vraiment sur un vrai engagement d'une marque. Et Lucas, du coup, toi, tu connais bien comment fonctionnent les marques parce que tu en es une et puis tu as choisi d'aller encore plus loin. Mais quand tu regardes toutes les marques de mode aujourd'hui, qu'est-ce qui est pour toi un peu le symbole d'une marque qui vraiment s'engage, pas obligatoirement aussi engagée que For Life, mais qui est dans cette démarche d'engagement sincère? Je ne sais pas si j'ai un exemple précis, puisque nous, on essaye de faire les choses un peu de manière extrême. On essaye d'être un peu irréprochable dans ce qu'on fait, même si on n'est pas parfait. Mais c'est vrai que je me pose la question, est-ce que... sur cette question du greenwashing, est-ce que si Zara, par exemple, qui promet des grandes parties de leur collection en coton bio,
est-ce que c'est mieux qu'ils le fassent ou est-ce que c'est mieux est-ce que c'est mieux que rien, quoi? Est-ce que c'est pas un peu la méthode du colibri ou bon, effectivement, tout le monde sait que, a priori, le fait que Zara propose des produits responsables, le fait que des marques proposent de récupérer des vêtements pour offrir des bons de commande, pour pouvoir des codes promo pour pouvoir racheter des vêtements, c'est clair que c'est un peu du greenwashing. Après, est-ce que c'est pas mieux que rien? En vrai, je pense que chaque petite action va apporter quelque chose. Après, moi, je pense que la clé dans tout ça, en tout cas, ce qui me touche dans des marques qui essayent de faire cette transition, c'est les marques qui vont être hyper transparentes, quoi, qui vont dire exactement d'où viennent les choses, comment elles font les choses, quel est leur plan, parce que cette transition, elle peut pas être faite du jour au lendemain, puisque ça implique souvent de réduire un peu ses marges, donc ça peut mettre en danger un business. Donc je pense que de toute façon, on ne peut pas demander à toutes les marques de devenir green du jour au lendemain. Je pense que ce qui importe, c'est qu'elles soient dans cette démarche et qu'elles soient transparentes sur cette démarche, qu'elles puissent voilà, être transparentes. C'est ça pour moi le mot-clé, c'est la transparence, quoi. Et c'est hyper intéressant, mais après, une des difficultés, c'est aussi peut-être l'absence de vraie grille de lecture commune. Parce qu'on peut être transparent sur plein de choses. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelques grilles de lecture communes qu'on pourrait développer, ou est-ce qu'il faudrait en créer une? Parce que c'est difficile pour tout à chacun là, de savoir quoi regarder. Et des fois, c'est pas qu'on se fait avoir, mais disons que certains aspects sont plus valorisés que d'autres. Donc, est-ce qu'il y a une grille de lecture qui te vient, ou est-ce qu'il faut qu'on s'y mette là tous ensemble pour en créer une bientôt? C'est sûr que c'est très très dur d'avoir une grille de lecture commune, et c'est sûr que c'est très difficile de ne pas se faire avoir. Parce que plein de choses qui sont controversées, le coton bio c'est un peu controversé, les matières recyclées demandent pas mal d'énergie pour justement recycler des matières. Donc aujourd'hui c'est difficile, et même nous en tant que marque, on a parfois du mal à faire les choses bien, parce que souvent, moi, je vais au Portugal chez un fournisseur acheter de la matière. Mon fournisseur me dit ça, c'est du coton bio, c'est super, c'est fabriqué ici. Mais en fait, quand tu creuses un peu le truc, tu te rends compte que la matière est fabriquée au Bangladesh, qu'ensuite elle est envoyée au Portugal, elle est finie au Portugal. Donc tout ça est un peu bullshit. Et puis je pense que le monde aujourd'hui n'est pas conditionné pour que tout le monde soit responsable. Donc la grille de lecture, non, je pense que j'en ai pas là, on peut débattre. Alors il y a de la question du greenwashing, je pense qu'elle est pas facile pour l'ensemble des marques qui sont dans des dynamiques d'engagement, mais peuvent aussi se prendre en boomerang parfois, des manières de communiquer peut-être un petit peu trop enthousiastes sur certains aspects de leur engagement. Comment vous le voyez à la Fédération du prêt-à-porter? Alors, je vais répondre à ta question sur le greenwashing, juste pour dire sur les grilles, via la Fédé. Parce qu'à la Fédé, on a plein justement d'accompagnements qui te permettront de comprendre aussi les bonnes et les moins bonnes actions à effectuer. Pour répondre au greenwashing, alors le sujet est complexe à plusieurs registres. Il y a un premier point qui est quel est le temps de la transition. En soi, le greenwashing, c'est hypocrite et ça ne sert à rien. Mais dans la transition, c'est en fin de compte le début. C'est-à-dire une marque qui commence à faire du greenwashing, elle est obligée de dire qu'elle va avoir un comportement vertueux. Donc en faisant ça, si le consommateur n'est pas dupe et si en plus la marque a lancé le mouvement, en fin de compte, elle va rentrer dans une action positive. Donc oui, certes, au début, c'est du bullshit, mais au moins, c'est le début de la transition. Donc il faut effectivement pas célébrer les marques qui font du greenwashing, je ne dirai jamais ça, mais au moins, c'est le début d'un mouvement. Le deuxième, et ça reprend justement ton point social et derrière écologique. Évidemment, les deux vont de pair. Et c'est là aussi, il faut réinscrire les nouveaux modèles. Un des modèles, c'est par exemple dans la seconde main, de se dire si les marques fabriquent des vêtements qui durent plus longtemps, si ces vêtements durent plus longtemps, même s'il vaut plus cher, et si ça vaut plus cher, évidemment, il y a une partie de la population qui ne peut pas l'acheter, mais si ça dure plus longtemps, ça pourra durer aussi dans la seconde main. Et la seconde main, on sait que les gens l'achètent pour 2 tiers des personnes parce que ça coûte moins cher. Donc il y a une capacité
à travers des vêtements qui seront de meilleure qualité, d'avoir une vision plus inclusive dans l'intégralité de la population, puisque tout le monde pourra avoir des vêtements qui ne sont pas jetables, donc plus écologiques et aussi plus inclusifs. Le troisième, c'est qu'il y a quand même un très gros méchant. Un très gros méchant qui est Shein, qui lui ne fait rien de bien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision écologique et il y a des conditions humaines qui sont, en fait, des conditions de travail qui sont totalement inhumaines. Or, il y a une grande partie de la population qui achète du Shein en France. Or, cette partie de la population doit comprendre que, à travers toutes les marques, comme par exemple la tienne, on va avoir une action justement qui va être clairement valorisante. Et la seule façon d'empêcher les gens d'acheter ça, c'est d'avoir une vision réglementaire. On ne peut pas empêcher Shein si on ne montre pas que les produits Shein sont dangereux. Il y a Greenpeace qui a montré que 19% des produits Shein sont dangereux. Une dernière étude a montré qu'il y avait des métaux qui étaient interdits dans les bijoux aussi de Shein. Donc il faut le dire, tous ceux qui achètent du Shein ont une action qui est à la fois dangereuse pour la population humaine et dangereuse aussi pour la planète. Et du coup, quand je parlais aussi de référentiels communs, c'est aussi vis-à-vis du consommateur. C'est-à-dire qu'on parle quand même pas mal de l'étiquetage aussi écologique. Est-ce que sur ces sujets, on avance, permettant quand même à la grande majorité d'entre nous, qui ne sont pas experts ou même experts du sujet, de voir les choses de manière rapide et transparente, justement? Alors, on veut établir des critères. Je reviens dans le critère de la durabilité. Il est très complexe parce qu'un produit qui va se transmettre, par exemple, sur plusieurs générations, va avoir une extrême durabilité. Et en même temps, cette durabilité ne se fait que parce qu'on peut le porter, parce que justement, c'est un produit plutôt de luxe, etc., qu'on porte rarement. À l'inverse, un produit cachemire qu'on aura acheté, qui va durer en fait peu, mais qu'on aura porté tout l'hiver, derrière, en fin de compte, n'aura pas la même durabilité. C'est des critères qui ne sont pas comme dans justement l'alimentation. On sait que le sucre, ça fait ça, on sait que le gras, ça fait ça. Et donc de A à E, on arrive à avoir une grille justement qui se construit. Pour avoir cette grille et qu'elle soit claire, il y a tous les acteurs qui se réunissent au sein de plusieurs comités, au sein de l'Europe, pour pouvoir déterminer tous les critères qui vont pouvoir fonctionner. C'est en cours de travail. J'espère que ça va aboutir le plus vite possible, mais c'est assez complexe à mettre en place. Ok, merci beaucoup. Et alors, tu le disais aussi, finalement, il y a un enjeu de réglementation. Aujourd'hui, pour ne pas la citer, Julia Faure, qui a fondé la marque Loom, parle de primovis, c'est-à-dire qu'en fait, le système économique aujourd'hui incite pour qu'une marque soit compétitive, c'est-à-dire avoir finalement des prix bas, à faire d'une certaine manière, c'est-à-dire à faire avec des gens mal payés, peut-être très loin d'ici, peut-être avec une empreinte carbone extrêmement forte. Donc finalement, aujourd'hui, il y a peu de régulation, de réglementation qui permettent de développer une compétitivité écologique et sociale. Et c'est vrai que, du coup, la mode en est un symbole très fort parce qu'on voit aussi, oui, on peut acheter un pull extrêmement bien fait, comme tu disais, plus durable, fait dans de bonnes conditions. Il coûte 10 fois plus cher. Et donc, comment on fait pour que ça devienne, ça passe de la marge à la norme en fait, et sans exclure une partie conséquente de la population qui pourrait plus s'habiller. Aujourd'hui, vous, quelle vision vous avez de ça? Est-ce que vous avez une vision positive, c'est-à-dire c'est un peu passer de la marge à la norme, mais sous quelles conditions? Ou au contraire peut-être plus mitigé? Je te donne la parole, Lucas, parce que tu es le premier concerné. Ouais. Je pense qu'il y a eu, depuis quelques années, avec l'apparition des grandes marques de vêtements comme, des grandes marques de vêtements comme Zara, H&M, le comportement d'achat des gens ont beaucoup changé. Maintenant, je pense que ça parlera à tout le monde. Les gens vont chez H&M, chez Zara, ils achètent un panier avec 15 pièces, ils les essayent chez eux parce qu'ils n'ont pas le temps d'essayer sur place et puis ils rendent la moitié. Et du coup, les gens sont habitués à avoir dans leur dressing 15 t-shirts différents, 12 chemises différentes mais un peu pareilles. Et c'est vrai que nous c'est le pari aussi qu'on fait, c'est quand on propose des produits, on propose un produit par catégorie, donc le bon t-shirt, la bonne chemise. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir 50 t-shirts différents. Et en plus de ça, on se rend compte que dans un dressing, en fait, on porte que 20% de ce qu'il y a dans le dressing. Donc, il y a 80% qui est totalement inutile. Donc, moi, je pense que la question, c'était... J'ai perdu le fil de la question. La question, c'est est-ce que, en gros, des acteurs engagés peuvent devenir
des acteurs leaders et sous quel modèle économique possible? Ouais, bah moi j'avoue que je suis un peu pessimiste, parce que je suis vraiment dans le cœur du système, et je me rends compte que pour une petite marque comme nous, je pense pas, même si je suis hyper optimiste, que demain on viendra remplacer un Zara, un H&M, parce que ils ont tellement changé les comportements de tout le monde, que je pense pas que les gens sont prêts à acheter un t-shirt à 80 € en se disant ça c'est le t-shirt de ma vie, j'en achète un maintenant et puis dans les 10 prochaines années j'en achèterai pas. Je pense que les gens, on est dans une société de consommation, il y a des pubs partout, on a envie d'acheter, et voilà, je pense que c'est compliqué. Ouais. Et en termes de business, est-ce que du coup, être engagé aujourd'hui, tout simplement, est-ce que c'est rentable? Et est-ce que du coup, encore une fois, ça peut prendre plus de place aussi avec ce simple enjeu économique? Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, mathématiquement, c'est pas rentable d'être engagé. Enfin, en tout cas, c'est moins rentable que de ne pas l'être, puisque ça coûte clairement plus cher de faire des produits responsables. Moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a 10 ans, un pantalon, un chino, ça me coûtait 18 € à fabriquer au Portugal. Aujourd'hui, il me coûte 35 €. Donc, entre-temps, il y a eu l'inflation, mais il y a aussi le fait qu'on est devenu responsable, donc on fabrique avec des matières locales, en coton bio, etc. Mais du coup, voilà, le calcul est vite fait, quoi. Et moi, en 10 ans, mon pantalon, je le vends pas 2 fois plus cher à mon client. Et t'as pas 2 fois plus d'aide de l'Union européenne pour faire plus responsable? Non. Bizarrement. Yann, du coup, avec ta vision macro aussi, est-ce que s'engager, ça peut rapporter? Et du coup, en creux, est-ce que ça peut devenir la norme? Alors, s'engager, ça peut rapporter si on empêche l'ultra fast fashion, c'est-à-dire si on empêche les Chines d'arriver sur le marché français et européen, parce qu'en termes d'empreinte écologique, ils sont parmi les pires. Donc déjà, il y a ce premier pas qui doit être fait. Le deuxième, c'est que pour qu'une marque reste rentable avec une véritable action écologique, elle doit se faire à 2 niveaux. 1, dans une meilleure relocalisation, c'est ce que tu fais par exemple en allant au Portugal ou ce qu'on peut faire en allant en France. 2, c'est en ayant une démarche responsable. Et dans ces démarches responsables, là on rentre dans d'autres points philosophiques, c'est ce que tu as remonté par exemple tout à l'heure, Maud, c'est-à-dire une marque qui par exemple vend de la seconde main pour vendre après de la première main, est-ce que c'est écologique? Non, puisqu'elle incite clairement en fait, à acheter. Par contre, elle reste sur son business model, puisque son business model, c'est de vendre un coup de la première main. Et elle s'aperçoit qu'en vendant de sa seconde main, elle va avoir des clients qui ne pouvaient pas rentrer dans sa marque dans un premier temps. Et donc, elle arrive à assurer une forme de rentabilité, parce qu'elle fait de l'acquisition client grâce à la seconde main, et puis elle va peut-être le pérenniser grâce à de la première main, parce que son client s'aperçoit que le produit est beaucoup plus durable. C'est par exemple ce que fait Petit Bateau. Donc on peut avoir des marques rentables parce qu'elles sont responsables, parce que savent faire évoluer leur business model. Je comprends que ça choque Maud, et c'est normal, parce que son business model depuis... Non mais c'est complètement normal, parce que elle, comme Loom, ce sont des marques, ce sont des entreprises qui se sont construites sur un business model qui est extrêmement sain. Donc comme les bases sont saines, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire de changement. À la base, c'était sain. Les marques doivent faire une transition qui est douce. Et c'est ce que je me permets en fait de te dire, c'est-à-dire, tu as une marque cuisse de grenouille qui était sur un premier business model, qui est, tu le dis, j'ai du surstock, etc. à la fin, donc tu dis, c'est pas top, mais je l'ai construit comme ça, et tu fais une transition avec justement ta seconde marque que tu développes. Et donc je pense que l'accompagnement pour que les marques restent rentables est dans cet accompagnement de la douceur qui doit être fait le plus rapidement possible pour la planète, de façon à pouvoir assurer et la rentabilité des sociétés et la mise en place de la responsabilité. Maud, tu auras le mot de conclusion. Est-ce que être engagé, ça peut être un business model aujourd'hui qui se généralise pour la mode? Et comment on peut faire pour que ça passe effectivement aujourd'hui de comportement engagé des consommateurs à une certaine forme de normalité? Alors, je vais y répondre, mais je vais quand même revenir un tout petit peu sur le côté « c'est mieux de faire ça que de rien faire ». J'en suis pas sûre. Je comprends la difficulté
de changer de business et c'est clair que créer quelque chose, c'est pas pareil que se transformer. Se transformer, c'est beaucoup plus compliqué, c'est évident. Après, nous, on a créé un truc, c'est pas évident tous les jours non plus et c'est toujours pas rentable. Donc, c'est voilà, c'est un sacré challenge aussi. Mais ça va pas assez vite en fait. Ça va vraiment pas assez vite. On parle pas de n'importe quel business, on parle du deuxième plus gros poste polluant au monde, le textile. Ça va pas assez vite, donc on n'a pas le temps. On peut pas faire une transformation douce. Ça serait cool, franchement, moi je préférerais. On préférerait tous que ça soit en douceur, mais c'est pas possible. Donc, réglementation, oui, bien sûr, parce que de nous-mêmes, on n'a pas envie de se faire violence. Donc, voilà, oui, quel autre choix avons-nous? J'ai envie de croire que dans tous les dirigeants de marque, il y a aussi des parents, des grands-parents, des gens concernés par l'avenir de la planète et de la population qui va nous survivre. En fait, on peut miser que sur cette prise de conscience, quoi, à la limite, parce qu'il faut que ça aille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et quand on fait de la seconde main, quand on est Zara par exemple, et qu'on fait de la seconde main, je pense que c'est encore plus négatif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes ces marques qui se mettent à faire de la seconde main, ce que ça fait déjà, c'est qu'on ne donne plus au secteur de la solidarité. On préfère ramener des produits pour avoir des bons d'achat. 2, c'est pas de la sobriété. On pousse à consommer encore plus, alors que potentiellement, on n'aurait pas consommé ça. Là, on va consommer encore plus parce qu'on a un bon d'achat. Or, il faut produire moins, il faut consommer moins. On n'a pas le choix, en fait. Il va falloir qu'on divise par 2, par 3, par 4, très, très, très vite. Donc, soyons extrêmement critiques et ambitieux parce que les enjeux, ils sont très, très, très élevés et qu'on ne peut pas se contenter de ça, en fait. Ça ne va pas suffire. Voilà, première chose. Ensuite, est-ce que c'est rentable d'être engagé? Ma question, elle posait moi, aussi sur comment ça peut l'être. Comment ça peut l'être? En fait, j'y ai un petit peu répondu. À notre petite échelle, 60 000 clients, on a une satisfaction de 6,2, je vais y arriver, de 9,2 sur 10. Il n'y a pas beaucoup de marques qui ont un taux pareil, je pense. Donc ça montre qu'on peut tout à fait satisfaire des clients et en acquérir de nouveaux, etc. Et oui, avoir un vrai business. Oui. Après, la rentabilité, c'est une question de partage de richesse. Je reviens sur mon point du début. Tant qu'on restera sur un fonctionnement d'actionnariat tel qu'on l'a aujourd'hui dans des très grosses entreprises, ça ne fonctionnera pas. On ne va pas se mentir. Hein, d'accord ? Aujourd'hui, tu parlais de Chine, où on parle de Zara. Ces marques-là, ce sont les marques les plus vendues sur des plateformes comme Vinted. D'accord ? Voilà. Ce sont les marques qu'on trouve le plus sur les plateformes numériques de seconde main. OK ? Donc, et ces marques-là, enfin ces plateformes-là, ont dans leur actionnariat des personnes qui vont forcément tout faire pour maximiser les ventes sur ces plateformes et ne vont pas pousser la sobriété. Ouais, si c'était le cas, elles auraient interdit ce genre de marques. C'est les marques les plus vendues. Voilà, donc il faut renverser complètement aussi tout de même le prisme, partager la richesse, partager le pourvoir pour vraiment faire une révolution écologique et sociale et très très vite. C'était un beau mot de la fin. Merci beaucoup à tous.